après la commutativité et l'associativité, on a une autre opération, l'opération de la propriété plutôt de la distributivité. Cette propriété-là, elle est un petit peu plus difficile à saisir, mais lorsqu'on fait des exemples avec des chiffres, tout se replace et on se souvient qu'est-ce que c'est la distributivité. Il ne nous reste plus qu'à l'appliquer sur des ensembles mathématiques. Donc on se lance avec une description, et là, cette description-là, elle va être moins utile que l'exemple, mais on va quand même se la donner juste pour avoir une idée de ce que ça représente. Donc, on va parler de deux opérations. Je les ai appelées étoile et cœur. Pourquoi? Parce que j'ai le droit. Donc, l'opération étoile va être distributive sur l'opération cœur si mon opération étoile, elle, affecte chaque élément de mon opération cœur individuellement. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire que je vais avoir une certaine opération étoile qui va venir s'ajouter à une autre opération que je vais avoir faite. Cette opération-là, on va l'appeler l'opération cœur. Et mon opération étoile, ben, je vais l'appliquer individuellement sur tout ce qu'il y avait dans l'opération cœur initialement. On va regarder avec des chiffres qu'est-ce que ça veut dire. Encore une fois, on se replace dans les réels. Et on va aller chercher l'addition et la multiplication. Bon, je vais faire le fois en x, là, même si j'aime pas ça, juste pour qu'on les retrouve facilement. Donc, ici, on va vérifier que la multiplication se distribue sur l'addition. Vous avez sûrement déjà vu quelque chose qui ressemble à ceci. On va faire x qui multiplie y plus z. Et là, ici, x qui multiplie y plus z, si vous vous souvenez bien ce que vous faisiez au secondaire, ben vous avez probablement déjà fait quelque chose comme x va aller sur y, puis ensuite de ça, x va aller sur z. Donc, on aurait x fois y, on aurait x fois z, et entre les deux, comme on avait l'opération du plus, on vient faire l'addition de nos deux opérations de multiplication qu'on a faites. Donc, on recule en arrière puis on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On a vu que l'opération de la multiplication a affecté l'addition sur chacun des éléments individuellement. Donc, j'ai multiplié x avec y, c'est ce que j'obtiens ici, et j'ai multiplié x avec z, c'est ce que j'obtiens ici. Ensuite de ça, mon opération initiale, donc l'addition dans ce cas-ci, ben, je la ramène entre les deux opérations de multiplication que j'ai faites. Ce que j'obtiens, c'est une distributivité de l'opération de la multiplication sur mon addition. À ce moment-là, on peut donc dire que la multiplication est distributive sur l'addition. Et ici, évidemment, on est dans les réel. Et là, c'est important l'ordre dans lequel on va écrire cette petite phrase-là. Si on dit que c'est la multiplication qui est distributive sur l'addition, ça veut dire que c'est de cette façon-là qu'on va inscrire notre distributivité. L'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas dire que l'addition est distributive sur la multiplication. C'est pas vrai. Changer les signes ici, il n'y a rien qui va se passer. Donc, on y va seulement dans un sens, et là, ici, c'est la multiplication qui est distributive sur l'addition. Normalement, vous avez déjà vu ça. C'est quelque chose qu'on vous rappelle ici dans cet exemple-là. Et ça a pour but de vous permettre de bien comprendre ce qui va se passer avec nos ensembles ici. Donc, du côté des ensembles, la distributivité va revenir. Mais cette fois-ci, on va y aller avec les opérations qu'on a dans nos ensembles. Les opérations avec lesquelles on va pouvoir faire de la distributivité, ce sont l'intersection et l'union. Donc, dans un premier temps, on va avoir l'intersection qui est distributive sur l'union. Et de l'autre côté, on va voir aussi que l'union est distributive sur l'intersection. On va voir comment est-ce qu'on peut vraiment écrire ça. Puis ensuite de ça, je vous fais les preuves de notre première énoncée et de la deuxième. Donc, on y va. Oups. C'est pas grave. On y va avec l'ensemble A qu'on va intersecter avec l'ensemble B union, oups, pas un U, union C, de cette façon-ci.
Donc là, ici, j'ai l'intersection que je vais appliquer sur l'union ici que j'ai. Donc, on se souvient qu'est-ce qu'on avait avant. Je vais aller envoyer mon A sur mon B et envoyer mon A sur mon C, même que celui-là. Juste pour qu'on soit vraiment très clair, on va y aller avec la couleur. Donc le A, je vais l'envoyer sur le C. À ce moment-là, si j'envoie mon A sur mon B, je me souviens que je vais avoir A avec mon opération ici, intersection, un peu comme la multiplication que j'avais avec le X et le Y tantôt. Je mets ça en parenthèse pour bien les distinguer. Je fais la même chose avec le C, donc A inter C. Et finalement, comme je faisais avec mon plus tantôt, ben je viens rajouter l'opération que j'avais entre mes parenthèses, donc ici l'union entre, et voilà, l'union entre les deux opérations qu'on avait. Donc on retrouve A inter B, on retrouve A inter C, et on va unir ces deux sous-ensembles-là qu'on vient de créer à partir de notre distributivité de l'intersection sur l'union. Prenez le temps de décortiquer ça. C'est en étapes, c'est plus long un peu à comprendre, mais c'est la distributivité qu'on va avoir de l'intersection sur l'union. On peut faire la même chose avec l'union sur l'intersection. Donc, supposons qu'on a A union B intersection C. Comme tantôt, je vais distribuer mon union. Donc A union B. Je vais l'écrire après. Et je vais distribuer mon A sur le C. Donc A union C. Le résultat de ma distributivité ici, ce sera A union B. On va avoir aussi A union C. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'autre opération qu'on n'avait pas faite. Donc l'intersection de nos deux sous-ensembles qu'on vient de créer. Donc encore une fois, si on se base sur le modèle de ce qu'on connaît sur les réels, notre opération qui est à l'extérieur de la parenthèse, on l'applique à chacun des membres à l'intérieur de la parenthèse. On obtient deux nouvelles parenthèses distinctes et on va aller unir avec l'opération qu'il y avait dans la parenthèse entre les deux nouvelles parenthèses. Même chose avec l'union sur l'intersection. Ceci dit, on vient de voir la distributivité de l'intersection sur l'union et de l'union sur l'intersection. Maintenant, on aimerait se donner une petite preuve visuelle qui va nous permettre d'aller vérifier que ça, c'est bel et bien vrai. Donc, on efface le tableau, on fait les deux propriétés ici et on aura terminé pour la section de la distributivité. Suite de ça, on pourra aller voir ce qu'on appelle l'élément neutre. On regarde ensemble les preuves visuelles, là, surtout de ce qu'on vient de voir pour les deux propriétés qu'on se donne pour la distributivité. Donc, d'une part, on va y aller avec la distributivité de l'intersection sur l'union et on va regarder chaque côté de l'équation, donc chaque côté d'égalité. On y va avec la première partie, puis ensuite de ça, on regarde la deuxième, puis on devrait se rendre compte que les deux parties concordent ensemble dans notre résultat. Donc, on y va déjà avec la première partie, l'intersection entre A et l'union de B et C. Donc, on va dessiner A, on va dessiner l'union de B et C, puis on va faire l'intersection des deux pour obtenir notre résultat. Donc, d'une part, A, c'est assez simple, c'est tout le cercle bleu au complet. L'union entre B et C, c'est le cercle vert et le cercle rouge au complet. Et si on regarde ce qui concorde entre A et B union C, on se rend compte qu'on a comme un petit croissant qui apparaît dans le centre. Et là, notre but, c'est d'aller vérifier si l'autre côté de l'équation, l'autre côté d'égalité, concorde avec notre croissant qui est ici. Donc, on repart avec l'intersection entre A et B, l'intersection entre A et C, puis on va faire l'union de ces deux parties-là pour voir ce que ça nous donne. Donc, on y va avec A union B. A union B, on l'a déjà fait souvent. C'est ce qui concorde avec le milieu là, entre le cercle bleu et le cercle rouge. A intersection C, ça va être la même chose, mais avec le cercle bleu et le cercle vert. Et là, si on unit les deux sections qu'on vient de tracer ici, on retrouve effectivement
notre petit croissant qu'on avait initialement. Donc, on vient de prouver avec une preuve relativement simple que l'intersection entre A et l'union de B et C, c'est la même chose que l'union entre l'intersection de A et B et l'intersection de A et C. Donc, on constate que cette propriété-là, ben, elle est vraie, puis on est capable de la prouver, on est capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser. Ceci étant dit, on va aller voir maintenant la distributivité de l'union sur l'intersection. Donc, A union l'intersection entre B et C. Et on va faire la même chose que précédemment, donc on va y aller de chaque côté de l'égalité pour obtenir notre résultat. Donc, d'une part, pour la première partie, on va y aller avec le cercle A, encore une fois, avec l'intersection entre B et C. Cette fois-ci, intersection entre B et C, c'est cette toute petite partie-là qui est ici. Et ce qu'on va chercher maintenant, c'est l'union entre A et cette petite partie-là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette forme ici qui sort dans notre résultat. Donc, l'union entre A et l'intersection de B et C, ça nous donne un cercle avec un pic qui sort. On fait l'autre côté d'égalité. On va y aller avec l'union entre A et B. Ensuite de ça, l'union entre A et C. Et on cherche qu'est-ce qui correspond dans les deux ensembles qu'on a ici. Et on remarque que c'est exactement ce qu'on avait déjà. Donc, on va rechercher le cercle bleu avec un genre de pic qui ressort dans notre résultat. Donc, on vient de prouver que la propriété est effectivement vérifiée. Donc, élément neutre, beaucoup de texte, mais grosso modo, c'est assez simple à suivre quand même l'élément neutre quand on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire de base. Donc, un élément neutre, qu'est-ce que ça va être pour nous? On va se placer dans un contexte où on a un ensemble et qu'on a une opération. Et dans cet ensemble-là, pour l'opération qu'on a choisie, on va dire qu'il existe un élément neutre si, en particulier, cet élément-là n'a aucun effet lorsqu'il est utilisé par cette opération-là. Que ce soit à droite de l'opération ou à gauche de l'opération, ça ne devrait pas avoir d'impact. On en connaît déjà des éléments neutres. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous les connaissez. On va le regarder dans un exemple assez simple. Encore une fois, on va se placer dans les réels et on va utiliser des chiffres. Donc, dans les réels, supposons qu'on prend l'addition x plus 0. On s'entend que ça, c'est aussi égal à 0 plus x. Et ça ici, ben, si on additionne 0 à n'importe quoi, ça nous donne ce qu'on avait initialement. Donc, x plus 0 est égal à 0 plus x, qui est égal à x. On vient de remarquer que le 0 ici n'a aucun effet sur l'addition. Quand je prends n'importe quelle valeur des réels et que je lui additionne 0, ça revient à la même valeur que j'avais au début. Donc, je viens de trouver un élément neutre pour l'addition. On pourrait faire le même principe avec la multiplication. Et là, la multiplication, ben, si on prend le 0, ça fait disparaître, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on va prendre, c'est plutôt la valeur 1. Donc, x fois 1, c'est la même chose que 1 fois x, qui est aussi égal à x. Donc, on vient de remarquer que le 1, c'est une valeur qui n'a aucun effet sur la multiplication dans nos réels. On vient de remarquer que le 1, c'est donc un élément neutre de la multiplication. On a vu pour l'addition que l'élément neutre c'était 0, pour la multiplication c'est 1. Maintenant, comment est-ce qu'on peut reporter ça sur nos ensembles et sur la théorie qu'on est en train de faire? Comment est-ce que je peux reporter ça sur les différentes opérations qu'on a vues précédemment dans la vidéo de la section 1.2? Donc, dans ce cas-ci, pour les ensembles, il va falloir qu'on se donne quelques informations supplémentaires, notamment à quoi est-ce qu'on fait référence quand on parle de l'ensemble de base sur lesquels il y a des opérations précises? Bien, l'ensemble auquel on se réfère globalement, ce sera toujours notre ensemble U. Je vous rappelle, l'ensemble U, c'est l'ensemble universel. Donc, dans cet ensemble universel-là, les opérations qu'on va aller chercher, ce sont celles qu'on a vues là, l'intersection, l'union, la différence symétrique, etc. comme ça. Et maintenant, ce qui va nous intéresser comme élément neutre, comme les opérations qu'on a vues s'effectuent sur des ensembles
aussi à l'intérieur de l'ensemble universel, ben, nos éléments neutres, ce seront aussi des ensembles de notre ensemble universel. On va revenir aux ensembles vides et ensembles universels, justement, grâce à cette information-là. Maintenant qu'on a ces informations-là, maintenant que je sais que je travaille sur l'ensemble universel, que je sais que je travaille avec les opérations qu'on a vues initialement, et que je sais que l'élément neutre va être un ensemble, je peux contraindre mon problème et aller trouver quelles sont les opérations qui vont avoir un élément neutre. Ces opérations-là, c'est les mêmes qu'on a vues avant. Intersection, union, différence symétrique, ce sont les trois seules opérations qui vont admettre un élément neutre. Encore une fois, il va falloir aller vérifier les conditions qu'on a vérifiées dans les réels, mais cette fois-ci avec les ensembles mathématiques. On regarde plus en détail quels sont les éléments neutres justement de ces opérations-là. On commence avec l'intersection. Dans ce cas-ci, on vous le dit tout de suite, l'intersection admet un élément neutre qui se trouve à être l'ensemble universel finalement. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire pour ça, puis on va se rendre compte que ça a du sens de parler de l'ensemble universel comme étant l'élément neutre de l'intersection. Donc, on veut vérifier que l'ensemble A, si on l'intersecte avec l'ensemble universel, ça nous redonne effectivement A, peu importe dans quel sens on le fait. Donc, on va aller vérifier premièrement ici qu'est-ce que ça nous donnerait dans nos diagrammes de Venn. Si je commence par A, j'ai besoin de tout ce qui se trouve dans le cercle bleu. Si je vais chercher l'ensemble universel, j'ai besoin de tout ce qui se trouve dans mon diagramme de Venn ici. Et là, ce que je veux faire, c'est intersecter ce qu'il y a dans A et ce qu'il y a dans l'ensemble universel. Qu'est-ce qui se trouve à être en commun entre mes deux diagrammes ici? Ben, la seule chose qui est en commun, c'est ce qui se trouve dans A. Parce que il n'y a rien à l'extérieur de A dans mon premier schéma, alors que dans le deuxième, il y a des éléments qui ne nous intéressent pas. Donc, ce qui se trouve à être en commun entre les deux premiers, c'est seulement ce qui se trouve dans A. Donc, à l'intérieur de mon ensemble A, ici, c'est ce que j'obtiens comme intersection avec l'ensemble universel. Et là, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ben, en fait, ça vient de la définition de l'ensemble universel. L'ensemble universel contient tous les autres ensembles sans exception. Donc, comme l'ensemble universel contient tous les autres ensembles, c'est le seul qui va pouvoir redonner exactement l'ensemble qu'il y avait initialement. Parce que dans l'ensemble A, il y a seulement les éléments de A. Dans l'ensemble universel, il y a tous les éléments de A, plus d'autres éléments dont on se fout un peu pour le problème actuel. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui concorde entre les deux. C'est ce qui nous redonne l'ensemble A, et c'est pour ça que l'ensemble universel, c'est un ensemble qui est neutre pour l'intersection avec n'importe quel autre ensemble. Pourquoi? Parce que l'ensemble universel contient tous les autres ensembles. Donc, on arrive à une conclusion qui nous donne la définition de l'élément neutre plutôt. Donc, si je prends l'intersection entre l'ensemble A et l'ensemble universel, c'est la même chose que l'inverse. On a vu que c'était commutatif, et ça nous donne l'ensemble initial qui était notre ensemble A. Maintenant, on veut faire la même chose, mais avec l'union. Donc là, dans ce cas-ci, dans l'union, on peut y aller avec la logique aussi, et on va découvrir que notre élément neutre, ce sera toujours l'ensemble vide. Je vous rappelle que l'ensemble vide, c'est ce symbole-ci, donc un genre de cercle, un zéro avec une barre qui le traverse, pour nous indiquer qu'il n'y a rien à l'intérieur de notre ensemble. Et là, si j'y vais avec la logique, je commence avec mes schémas, j'ai l'ensemble A, et là, je veux ajouter quelque chose à l'ensemble A qui va me redonner exactement A. Un peu comme l'addition. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que je dois ajouter à l'ensemble A pour qu'il redevienne exactement lui-même? Ben, c'est assez simple. J'ai besoin de lui ajouter absolument rien. Puis ça, du point de vue des ensembles mathématiques, absolument rien, ça se retrouve à être l'ensemble vide. Donc, si j'unis l'ensemble vide avec l'ensemble A, j'ajoute rien à A, donc je retrouve exactement l'ensemble A. Là, comme l'union est commutative aussi, A union l'ensemble vide, c'est égal à l'ensemble vide union A, et ça, c'est égal à A. Donc, on vient de découvrir que l'ensemble vide, c'est un élément neutre pour l'union également. Finalement, il nous reste la différence symétrique. Cette différence symétrique-là, ça prend un petit peu plus d'abstraction, mais on est capable de le trouver aussi facilement en utilisant des définitions qu'on a déjà de ce que c'est la différence symétrique. Donc,
déjà, on vous le dit, dans la différence symétrique, l'élément neutre, ça va toujours être l'ensemble vide. L'ensemble vide va absolument rien faire sur la différence symétrique, puis on va s'en rendre compte assez facilement avec le schéma, puis encore plus facilement, à mon avis, avec la définition directe de cette différence symétrique. Donc, je commence par vous le rappeler, je sais qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes, mais je veux qu'on s'en souvienne bien. Donc, la différence symétrique entre l'ensemble A et l'ensemble vide, plutôt, ce sera égal aux x qui font partie de l'union entre A et l'ensemble vide, tel que x ne fait pas partie de l'intersection entre A et l'ensemble vide. Donc, on va commencer par aller vérifier qu'est-ce que on pourrait retrouver avec nos diagrammes de Venn pour les x qui font partie de la première condition, puis dans la deuxième condition. Donc, premièrement, on va aller chercher qu'est-ce qu'on a dans A. Dans A, ben, on a tout ce qu'il y a dans le cercle bleu. Et dans l'ensemble vide, on n'a rien. L'ensemble vide, c'est vide. Donc, comme on a vu juste avant avec l'union, l'union entre A et l'ensemble vide, ça va toujours être A. Donc, la première partie ici, ça se trouve à être A. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve dans l'intersection entre A et l'ensemble vide? Ben, rien, parce que l'ensemble vide est vide, justement. Donc, il n'y a rien qui concorde entre l'ensemble vide et A. On va même voir que l'ensemble vide, on appelle ça un élément absorbant pour l'ensemble A. Donc, ça ici, l'intersection entre A et l'ensemble vide, ben, c'est vide. Donc, la deuxième condition, elle est superflue. Donc, finalement, ce qui concorde entre l'ensemble A et l'ensemble vide, et qui ne fait pas partie des deux, c'est seulement l'ensemble A. C'est la seule chose qui concorde avec toute notre définition. Donc, finalement, l'ensemble vide, c'est un élément qui est neutre pour la différence symétrique. Maintenant, ce qui m'intéresse, pour ceux qui sont plus à l'aise avec les descriptions qu'on a ici, c'est de vous donner une piste logique d'une meilleure preuve, une preuve plus formelle, plus rigoureuse de ce qu'on obtient ici. Donc, notamment, qu'est-ce que ça veut dire A union l'ensemble vide? On l'a dit tantôt, juste un petit peu avant dans la vidéo, ça, n'importe quel ensemble auquel on unit l'ensemble vide, ça reste cet ensemble-là initialement. Avec ça, si je vais chercher l'intersection, qu'est-ce qui se trouve dans A et dans l'ensemble vide? Ben rien, hein, parce qu'il n'y a rien dans l'ensemble vide. Donc ça ici, c'est l'ensemble vide. Donc là, ici, je suis en train de trouver une nouvelle façon d'écrire ma différence symétrique. Donc je la réécris. La différence symétrique entre A et l'ensemble vide, c'est la même chose que la différence symétrique entre l'ensemble vide et A. Ça, c'est commutatif, il n'y a pas de problème. Et là, je me rends compte que x élément de l'union, c'est la même chose que x élément de A. Et x pas élément de l'intersection, c'est la même chose que x pas élément de l'ensemble vide. Donc là, essayons de décortiquer ce qu'on vient d'écrire comme définition ici. Notre différence symétrique, ça représente les x qui sont dans l'ensemble A, mais qui ne sont pas dans le vide. On s'entend que si les x sont dans A, ils ne sont pas dans le vide. Je pense que ça va de soi. Donc finalement, la deuxième partie ici, elle est un peu superflue. Donc je pourrais tout simplement dire que c'est l'ensemble tel que x est élément de A. Et là, ça ici, c'est une façon compliquée de juste écrire, ben ça, c'est égal à A, directement. C'est ce qu'on voulait comme résultat. Juste en décortiquant qu'est-ce qu'on vient d'obtenir avec les dernières propriétés, on se rend compte que la différence symétrique, on peut la réécrire comme étant tout simplement x fait partie de l'ensemble initial. Donc, on est capable de conclure que l'élément neutre de cette différence symétrique-là, c'est effectivement l'ensemble vide.